1809. Napoléon est empereur des Français depuis 5 ans. Maître de l'Europe continentale après les victoires d'Austerlitz, Iéna et Friedland, il s'attache depuis 1 an à soumettre l'Espagne, comme il l'a déjà fait avec l'Italie, l'Autriche et la Prusse. La Grande Armée, invaincue depuis 10 ans, est répartie entre la péninsule ibérique avec les maréchaux Soult et Ney, l'Italie avec Murat, désormais roi de Naples, et la zone germanique où Davout a les pouvoirs d'un véritable gouverneur politique et militaire. Informé des mouvements militaires de son allié autrichien fin 1808, Napoléon comprend qu'il est sur le point de le trahir et qu'il prépare une attaque. C'est alors que Napoléon démontre encore tout son génie stratégique. Davout est très rapidement renforcé par des troupes alliées, des Polonais, des Bavarois, des Saxons et des Wurtembergeois. En Italie, le prince Eugène de Beauharnais, beau-fils de Napoléon, regroupe lui aussi son armée. Enfin, partout, sur ordre direct de Napoléon, des réserves d'artillerie en tubes, poudres et boulets, en très grand nombre, sont constituées et acheminées vers les troupes. 10 avril 1809. Comme Napoléon s'y attendait, l'armée autrichienne, sous les ordres de l'archiduc Charles, frère de l'empereur, envahit la Bavière. Quittant alors Paris avec la garde, Napoléon, comme il l'avait fait en 1805, force le passage du Danube et s'empare de Vienne le 13 mai. Toutefois, il échoue dans le franchissement en force du fleuve au nord de Vienne lors de la bataille d'Essling les 21 et 22 mai 1809 au prix de lourdes pertes face à l'ennemi autrichien qui s'est massé au nord-est. Se maintenant alors dans l'île de Lobau, il y installe de fortes batteries d'artillerie de place qui couvrent les abords nord de la rive du Danube et prépare une nouvelle bataille. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1809, l'armée de Napoléon, couverte par un simulacre d'attaque de Masséna, profite d'un orage très violent pour jeter 6 ponts sur le Danube et occuper la rive nord en restant hors de portée des fortins autrichiens. Le 5 juillet à 10h du matin, Napoléon a franchi le Danube avec une armée de près de 100 000 hommes organisée en 6 corps d'armée établis sur 2 lignes. La surprise est totale. Appuyée par les pièces de gros calibre de l'île de Lobau, l'armée française attaque d'est en ouest et s'empare de tous les fortins de campagne de l'ancien champ de bataille d'Essling, aussi appelé Marchfeld. À 10h du soir, elle est au contact du gros des Autrichiens qui attendent sur le plateau du Bisenberg, à l'abri du canal du Rousbach. La pointe de l'armée, conduite par le maréchal Bernadotte, est arrêtée au village de Deutsch-Wagram. Les combats acharnés qui s'y déroulent vont donner son nom à cette grande bataille. La nuit tombée ne permet pas la poursuite des combats. Les 2 armées bivouaquent donc face à face. Le rapport de force a déjà changé, mais rien n'est gagné. À l'aube du 6 juillet, vers 4h du matin, Napoléon franchit le Rousbach et aborde le plateau du Bisenberg. Au même instant, l'archiduc Charles d'Autriche prononce son attaque majeure par les ailes. À l'est, Rosenberg attaque Davout, qui le refoule immédiatement. En revanche, à l'ouest, Kléno, supérieur en nombre, parvient à envelopper le corps d'armée de Masséna en longeant le Danube. Masséna et ses grognards font face et se battent pied à pied. Sur le Marchfeld, la mêlée est générale. Ces actions simultanées engendrent un franc désordre qui dure jusqu'à 10h du matin. À ce moment-là, Napoléon a vu le succès de Davout à sa droite et surveille l'avance autrichienne dans le Marchfeld, freinée grâce aux tirs des canons lourds de l'île de Lobau et au sacrifice de l'infanterie très expérimentée de Masséna, qui se fait tailler en pièces, mais ne rompt pas. Il décide alors de faire former une longue ligne d'artillerie comprenant 104 pièces de différents calibres, qu'il dispose sur un front large de 1400 mètres. Prélevés sur la garde, l'armée d'Italie et le 7e corps, les canons sont mis en place sous le feu ennemi par des officiers d'artillerie expérimentés, le général Lauriston, les colonels Drouot et Daboville. À moins de 200 mètres de l'ennemi, ces canons de 4, 8 et 12 livres ouvrent un terrible feu roulant, dévastateur. En moins d'un quart d'heure, en frappant à des distances échelonnées grâce à la diversité des calibres, ils détruisent et dispersent un corps d'armée autrichien tout entier. Dans la brèche ainsi formée, les 8000 hommes restants de l'armée d'Italie du général MacDonald foncent droit devant eux pour couper le front autrichien.
Le corps de Kolovrat est définitivement bousculé. Les grenadiers hongrois qui viennent le secourir aussi. La terrible charge de cavalerie du général Lassalle complète et achève cette percée. Grâce à l'engagement conjoint de cette grande batterie d'artillerie qui a détruit l'ennemi dans un déluge de feu et de mitraille, grâce à l'infanterie qui conquiert le terrain puis à la cavalerie qui exploite définitivement la victoire, Napoléon décide du sort de cette bataille. Le front de l'armée autrichienne est coupé en deux. Son repli est immédiat. La bataille est gagnée. Au cours de cette bataille mémorable, l'artillerie a tiré plus de 96 000 boulets, grâce à 120 tonnes de poudre. C'est donc aussi une victoire de la logistique et de l'organisation de l'approvisionnement. Près de 50 000 Autrichiens ont été mis hors de combat. 5 jours plus tard, la paix est signée. Elle tiendra jusqu'en 1813, à la veille de la bataille de Leipzig. À Wagram, l'artillerie a été par essence l'arme de la décision. Grâce à l'action conjuguée de la grande batterie avec l'infanterie et la cavalerie, Napoléon a emporté la victoire. Cette bataille préfigurait le combat interarmes et l'intérêt de l'emploi combiné des différentes fonctions opérationnelles. Elle reste un formidable exemple historique de l'emploi de l'artillerie au profit de la victoire que l'ensemble des artilleurs commémore chaque année.